De la conférence que nous font l'honneur de nous présenter Monsieur Alexandre Doulu et Monsieur Lucien Lazare autour du livre récemment paru « Ni héros ni salauds. La population a-t-elle protégé les Juifs en France occupée ?» Je leur cède la parole pour le temps qu'ils souhaitent, avant qu'on vous rejoigne pour une petite collation. Il n'y aura peut-être pas du vin pour tout le monde, hein, parce que là, vers là... Non, si, ne vous inquiétez pas, on a des réserves. Voilà, très bonne conférence et merci beaucoup. Chers amis, monsieur le directeur, et madame la secrétaire générale, je me sens très favorisé par votre présence ce soir, et je vais commencer non pas par vous parler de mon livre, mais par vous parler de mon complice, Alexandre Doulu, qui prendra la parole dans un instant, et de sa conjointe Sandrine. Ils résident tous les deux à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Et pour moi, la rencontre avec eux a été quelque chose, ça a commencé avec Alexandre, bien entendu, a été quelque chose de tout à fait providentiel. Et la traduction de cette providence, vous la trouverez dans le livre lorsque vous pourrez le prendre en main. Et ils sont l'un et l'autre, l'une et l'autre, l'auteur d'un travail de recherche qui est très difficile à concevoir, qui les a occupés pendant 4 ans, 4 ans de recherche obstinée que personne d'autre n'a encore entrepris dans le même modèle en France. Il s'agit d'un livre qui est très difficile à manipuler. C'est un livre qui redonne une identité et une personnalité aux 473 déportés juifs du département du Lot-et-Garonne. Et c'est une sépulture qui est redonnée à des hommes, des femmes et des enfants dont les cendres se sont envolées par les cheminées des camps d'extermination en Pologne, à Sobibor et pour la plupart d'entre eux à Auschwitz. Il s'agissait de réfugiés, pour la plupart, pas tous, mais vraiment pour plus de 90% d'entre eux, de réfugiés juifs dans le département du Lot-et-Garonne. Il y a eu beaucoup plus de réfugiés qui ont été sauvés. Ils représentent environ 12% du nombre des juifs qui ont résidé, des juifs réfugiés, et pour la plupart étrangers, qui ont résidé dans ce département. Et ce travail est unique en France. Je crains que ce soit également le cas dans tous les autres pays occupés par l'Allemagne nazie et dont personne encore n'a pu restituer l'identité et la personnalité. Alors, je disais que la rencontre avec Alexandre a été pour moi providentielle, et Janine, mon épouse décédée, disait de nous que quand Alexandre commence à parler et commence à une phrase, c'est Lucien qui la termine. Et quand Lucien commence à parler, c'est Alexandre qui la termine. Alors vous voyez à quel point il y a convergence totale entre nous deux. Et je peux dire d'ailleurs que, compte tenu du travail que Sandrine a réalisé avec Alexandre, c'est une convergence qui est tout à fait remarquable. Il y a une autre convergence pour chacun de nous. C'est une convergence avec l'historien avec un H majuscule de la Shoah en France, qui s'appelle Serge Klarsfeld,
qui a déjà pris la parole d'ailleurs dans cette maison hospitalière qui est le centre de recherche français à Jérusalem. Il est également l'auteur de la préface du livre dont on va vous parler aujourd'hui. Et ce que je voudrais faire, c'est vous lire un petit extrait, un rapide extrait de la préface de Serge Klarsfeld dans le livre sur des 473 déportés juifs du Lot-et-Garonne, œuvre donc d'Alexandre et de Sandrine, comme je vous l'ai dit. Les justes sont ceux qui ont sauvé des juifs menacés pendant la Shoah. Parmi les nouveaux justes qui sauvent le souvenir des juifs menacés par l'oubli, la place d'Alexandre Doulu et de Sandrine Labo est exemplaire. Ils ont réussi dans leur entreprise avec les armes de la passion d'aller au bout de leur recherche. Un travail de mémoire qui fera date. Le livre Ni héros ni salaud a d'abord été un projet qui a duré presque 2 décennies. C'est une aventure dont l'essentiel est esquissé dans les pages de ce livre. Le projet est né en 2002, il y a donc presque 20 ans, sur un coup de tête commun à Simone Veil et à votre serviteur. Il a heurté de multiples obstacles. J'ajoute qu'il a bénéficié de multiples bonheurs, parmi lesquels l'immense travail d'Alexandre, son acharnement, ainsi que la préface écrite par Serge Klarsfeld lui-même. Et je crois conclure les quelques paroles que je vous adresse maintenant, avant de donner le micro à Alexandre, un bref extrait de l'introduction que j'ai écrite à moi-même dans ce livre. Il serait insensé d'oublier qu'à travers les tragédies de la Seconde Guerre mondiale, la France n'a pas écrit une page de gloire. Il n'en reste pas moins que le Français et la Française, qui vont leur petit bonhomme de chemin, ont alors démontré qu'ils sont détenteurs d'un pouvoir d'une puissante envergure, qui s'est révélé seulement depuis qu'on écrit l'histoire de la Shoah. Et ce pouvoir défie le pouvoir des autorités officielles. C'est le pouvoir de soustraire des victimes humaines à la volonté et à l'arsenal d'un régime criminel. Ce régime, bien entendu, c'est le régime de Vichy. En sont-ils conscients? Nous n'en sommes pas sûrs. Mais les co-auteurs de ces pages, nous les co-auteurs de ces pages, excusez-moi, c'est pourquoi nous les avons écrites. J'ajoute un mot pour finir. Ce pouvoir est entre les mains de toute l'humanité. Il est universel. C'est l'amour qui chasse la haine. Et on vient d'ailleurs de voir à quel point il est universel lorsque se sont fait entendre à travers quasiment le monde entier les réactions d'un très large public à l'incendie qui a ravagé hier une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et nous nous sommes sentis, beaucoup de gens se sont sentis, ont senti que la France était un modèle, et que quand une de ses traditions, de ses richesses,
est menacée, c'est une émotion universelle qui se répand à travers le monde. Je vous remercie. Une des grandes rencontres de ma vie, une sorte de référence, pas seulement en tant qu'historien, en tant qu'individu. Donc, pour vous faire un peu l'histoire de notre rencontre, je suis obligé de le faire parce qu'on ne peut pas comprendre la généalogie de ce bouquin sans notre rencontre. Pour faire vite, vous le savez, Lucien, c'est un spécialiste de la résistance juive, c'est un très très grand connaisseur du sauvetage des Juifs pendant la guerre. Et on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Au départ, Lucien ne m'a pas contacté, on ne se connaissait pas en fait personnellement. C'est une copine du mémorial de la Shoah qui, à l'occasion d'un de nos passages, le hasard fait bien les choses, au mémorial, nous a mis dans les bras l'un de l'autre, quasiment. Moi, à l'époque, c'était donc en 2002, Lucien l'a dit, j'étais chercheur dans mon coin de la Shoah chez moi en Lot-et-Garonne, mais pas seulement. Donc notre rencontre, ça a été la rencontre d'un historien du sauvetage et d'un historien en herbe de l'inverse, de la destruction des Juifs. Donc, moi je faisais l'histoire des victimes, Lucien faisait l'histoire de celles et ceux qui, pour tout un tas de raisons, n'avaient pas été déportés. Au départ, ce que m'a demandé Lucien, c'était, à l'exemple de mes premières recherches sur le Lot-et-Garonne, d'essayer d'axer ma recherche dans un axe bien précis. C'est-à-dire que Lucien, je crois qu'à l'époque, tu t'étais rendu compte dans les dossiers de demande d'attribution du titre de Juste à Yad Vashem qu'il y avait qu'il y avait pléthore en fait de demandes qui reposaient sur la reconnaissance d'une solidarité collective dans un village ou un bourg donné qui faisait que des personnes n'étaient jamais arrêtées, inquiétées ou étaient même quelquefois cachées. Donc c'est dans ce sens-là qu'il m'a demandé de chercher dans les archives du Lot-et-Garonne si on pouvait déjà faire un recensement des communes dans lesquelles les Juifs étaient domiciliés, enfin des Juifs étaient domiciliés, sans avoir été déportés. En gros, toutes les communes où aucun Juif n'avait été déporté. Alors c'est ce que j'ai fait pendant quelques mois avec les archives. Alors quand je parle des archives, ou quand Sandrine et moi parlons des archives, on a l'habitude, nous, d'en parler d'une manière un peu expéditive, parce que pour nous, les archives, ce sont seulement les archives de l'administration, ce qui est très réducteur, c'est-à-dire que dans nos recherches, on n'a quasiment jamais fait appel justement au témoignage des familles. Ce sont seulement les archives, en gros, de la persécution, les archives le plus souvent de la police, jamais celles de la Gestapo, puisque vous le savez sans doute, elles n'existent quasiment plus. Donc c'est toujours les archives des préfets, de la gendarmerie, de la police, etc. Donc, au terme d'environ 3 mois de recherche dans les archives des préfectures, des mairies, c'est vrai qu'on a dégagé un certain nombre de communes assez important, un nombre assez important de communes dans lesquelles il n'y avait pas de déportés juifs. Mais je signalais d'emblée à Lucien que les communes étaient certes très nombreuses, mais finalement, c'est des communes dans lesquelles le plus souvent, il y avait très peu d'habitants juifs, de réfugiés juifs. Donc c'était une manière de présenter l'histoire d'une manière biaisée, puisqu'on disait voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de communes où les Juifs ne sont pas déportés, mais au total, ça représente seulement, je ne sais plus le chiffre, mais 10 ou 15% des Juifs qu'on avait pu identifier comme résidents au Lot-et-Garonne pendant la guerre. C'est une question assez compliquée, puisque pour savoir combien de personnes étaient domiciliées chez nous, il a fallu compiler tout un tas de listes de la préfecture pour arriver à un chiffre de 4000 personnes. Donc on peut attester la présence de 4000 Juifs résidant en Lot-et-Garonne pendant la guerre grâce aux archives de la préfecture. Mais là tout de suite il faut amener une autre réserve, c'est-à-dire que ce n'est pas la liste dont disposait le service des affaires juives de la préfecture à l'époque. C'est-à-dire que nous, historiens, on est capable, en grattant un peu dans tous les fonds, de dire un chiffre à peu près fiable de personnes qui résidaient dans ce département, le Lot-et-Garonne ou n'importe quel autre, mais ce n'est pas la liste dont disposait le service des affaires juives de la préfecture à un moment donné. Donc en clair, ces personnes n'étaient pas toutes recensées comme juives au même moment, et donc on va dire en danger.
Donc la suite malgré tout, à la suite de ces premières découvertes, entre guillemets, Lucien a voulu extrapoler sur d'autres départements en France pour voir si le cas du Lot-et-Garonne était emblématique de ce qui se passait dans le reste de la France. Donc là, il y a un très long travail à commencer de collecte des mêmes données dans d'autres départements. Alors quand je parle de collecte des données, il s'agit donc d'abord d'essayer de retrouver des listes et de les compiler, des listes de résidents juifs, donc, et de les compiler dans un tableur Excel, pour dire, ben, voilà, par exemple, ici en Lot-et-Garonne, au total, nous, on prouve l'existence de 4000 réfugiés juifs. Combien y en a-t-il, par exemple, dans l'Eure, dans la Sarthe, ou dans d'autres départements? Alors, le choix des départements qu'on a dû faire, à un moment donné, Lucien et moi, n'a pas été, nous a été dicté de l'extérieur, justement, par les archives. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux départements où il n'est pas possible d'établir de telles listes de présence des Juifs pendant la guerre. Parce que les archives ont disparu ou sont trop éparses. C'est un travail qui n'a pas de sens, en fait, parce que les archives sont trop peu nombreuses. Donc, un de mes premiers boulots, ça a été de faire l'inventaire des archives départementales en France. Alors, pas toutes, bien sûr, hein, mais d'essayer d'avoir, à l'issue de ce premier travail, un maillage de la France à peu près correct. Surtout, un maillage qui tienne en compte de la ligne de démarcation. En gros, il ne fallait pas qu'on biaise nos résultats en prenant trop de départements de zones libres et pas assez en zones occupées. Donc, en gros, ce livre, c'est l'aboutissement de recherches dans une dizaine de départements, moitié-moitié, zones libres, zones occupées. Alors, au total, ça représente 13 000 personnes. Donc, c'est les noms de 13 000 personnes qu'on a extraits des archives et compilés dans des tableaux par département, et grâce auxquels, en plus, ensuite, on a pu tirer des conclusions. Alors, avant d'arriver aux conclusions, je dois faire une première réserve. Notre recherche, elle a un gros défaut, c'est qu'elle laisse de côté Paris et le département de la Seine. Malheureusement, vous le savez peut-être déjà, après la guerre, il y a eu des destructions d'archives tout à fait légales, officielles, à Paris et dans le reste de la France. Il y a eu à Paris, dans la cour de la préfecture de police, des tonnes d'archives qui sont parties en fumée. C'était l'ordre du gouvernement de ne pas conserver d'archives qui gardent en fait en leur sein, comment dire, trace d'une stigmatisation à l'égard d'une religion, les Juifs. Donc la République ne pouvait pas conserver des archives de la discrimination des Juifs, ce qui après peut sembler aberrant des décennies plus tard, et qui nous pénalise beaucoup. Mais donc à Paris, il n'est pas possible de faire cette étude parce qu'il n'y a plus de liste de recensés juifs systématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le connaissez nécessairement, je pense, mais il y a encore ce qu'on a appelé le fichier juif au moment de la polémique, il y a 20 ans, entre Serge Klarsfeld et d'autres historiens. Serge a montré justement que ce qu'on a présenté comme le fichier juif n'était qu'une partie du fichier juif, pour faire vite. En gros, le législateur à l'époque, enfin, d'ailleurs c'est pas le législateur, c'est je ne sais plus quel fonctionnaire de la préfecture de police, a fait en sorte que les fiches des recensés juifs de Paris et du département de la Seine soient détruites, sauf celles des déportés. Donc toutes les fiches où était inscrite la mention d'un convoi, la date de départ du convoi, ont été mises de côté. Donc aujourd'hui concrètement, nous n'avons plus, pour faire l'histoire des déportés juifs de Paris, justement que les fiches des déportés. Impossible de faire l'histoire d'un corpus de juifs recensés pendant la guerre à Paris, hormis des déportés. Et malheureusement, les déportés juifs de Paris, c'est au minimum, je suis en train de travailler dessus, c'est environ au minimum la moitié des déportés juifs de France. Donc voilà, notre étude, elle a ce péché originel de laisser de côté tous les juifs de Paris parce que cette étude n'est pas possible. Alors maintenant, les autres. Il reste donc les juifs de zone occupée et les juifs de zone libre. Dans notre corpus de 13 000 personnes, il y a un gros déséquilibre. Il y a 3 000 juifs de zone occupée et 10 000 juifs de zone libre. Alors il se trouve que les juifs de zone occupée, je parle hors Paris, étaient relativement peu nombreux au moment du recensement.
Mais nous avons été guidés vers eux parce que, paradoxalement, dans les départements de zones occupées, dans les archives départementales, la documentation est plutôt riche par rapport au département de zone libre et donc par rapport à Paris. C'est-à-dire que au bout de quelques mois, on s'est rendu compte qu'il était possible de suivre le parcours des Juifs qui avaient été recensés en octobre 40. Donc en gros, notre travail, ça a été de prendre ces listes-là d'octobre 40, en gros de prendre toutes les listes faites par la préfecture de tel département, l'Eure par exemple en Normandie, j'en ai déjà parlé. Alors il y avait peu de recensés juifs dans ce petit département, il y avait environ, je ne sais plus le chiffre, mais c'est 200 ou 300. Donc l'étude était relativement facile parce qu'au départ on avait peu de personnes à suivre. Et on s'est rendu compte assez vite que les listes sont nombreuses parce que les préfectures dans ces départements de zones occupées font des mises à jour assez fréquentes et très régulières. Pas seulement... on sait par exemple qu'il y a toujours une liste en zone occupée au moment de la distribution de l'étoile en juin 42, donc c'est une des mises à jour, mais il y a des départements où chaque semaine, chaque mois, il y a une nouvelle liste, où il y a explicitement, pour telle personne, inscrit sur la liste, disparu, parti, ou arrêté, etc., décédé. Donc cette recherche, elle a pu être faite en zone occupée parce que les archives sont très riches. Donc on a pu dégager des chiffres, du coup, sur le devenir de ces personnes qui étaient recensées en 1940. Pour faire vite, parce qu'il y a énormément de chiffres dans ce livre, notre question, ça a été finalement, du coup, si on prend comme date non plus octobre 1940, le recensement des Juifs, mais, on va dire, l'été 42 et les premières vraies rafles dans les villes de zone occupée, donc en gros, la liste à jour au moment de la distribution de l'étoile, quand on fait le bilan des personnes qui sont recensées à cette période, on cherche ce qu'elles sont devenues à la Libération, on se rend compte qu'on est sensiblement assez loin des 25% des Juifs déportés en France pendant la guerre. Sur nos départements de zone occupée, on est proche de un peu plus de 40%. Donc les Juifs en zone occupée ont été davantage déportés qu'en zone libre. Un autre élément qu'on a pu dégager grâce aux archives, ça a été de voir parmi toutes les personnes qui disparaissaient, qu'on voyait dans les différents rapports des policiers. Vous me dites si je suis trop long, Lucien, arrête-moi si je suis trop long, parce que là je suis en train de faire le résumé de tout le bouquin. Les Juifs qui donc disparaissaient, donc qui partaient du jour au lendemain, le plus souvent, ça commence véritablement, évidemment, après la distribution de l'étoile, et surtout un mois plus tard, après les premières rafles. Que deviennent ces personnes qui décident de fuir leur domicile? Donc là, on a pu dégager un chiffre assez fiable, puisqu'il nous suffisait ensuite, puisqu'on avait leur nom, de rechercher lesquels étaient déportés grâce au mémorial de Serge Klarsfeld. On arrive à un chiffre de 8% seulement. Donc là, on accrédite sans contestation, je pense, le fait qu'effectivement, partir, c'était la bonne solution, quels que soient les risques de passage de la ligne de démarcation. Alors malgré tout, la petite réserve sur cet aspect-là, c'est une question sur laquelle je suis en train de travailler, d'essayer de savoir combien de Juifs ont été arrêtés en totalité en France, sur les 75 000 déportés, combien ont été arrêtés sur la ligne de démarcation, et il y en a quand même pas mal. Donc là, à la fois, je suis en train de vous dire que quand on prend un département ou une ville particulière, et qu'on recherche combien de personnes ont été déportées parmi celles qui quittaient leur domicile, donc très peu ont ensuite été déportés, moins de 10%, mais comme je suis aussi en train de vous dire qu'il y a quand même plusieurs milliers de Juifs qui ont été pris sur la ligne malgré tout, il y avait quand même un risque fort à traverser la ligne. Donc là, il y a encore tout un boulot statistique à faire sur cette question-là. Et autre chose que nous a appris notre recherche, c'est que les Juifs qui quittent leur ville en 42, le plus souvent, hein, au deuxième semestre 42, ne partent pas forcément tous en zone libre. On a eu quelques cas de personnes qui sont, là on rentre vraiment plutôt dans le cadre du sauvetage, qui sont pas très loin de chez eux, qui ont été
secourus par des amis et qui vivent finalement à 10-20 km de chez eux. Mais là, il faudrait faire de nouvelles recherches beaucoup plus poussées sur cette question-là. Maintenant, excusez-moi, je vais passer à la zone libre pour laisser la place à des questions. Cette recherche nominale, on va dire, de personnes dont on a une liste en 1942, on n'a pas pu la faire en zone libre. Et là, ça a été une des surprises avec Lucien. Le flicage, pour faire vite, le fichage des Juifs en zone libre et en zone occupée ne peut pas être comparé. C'est-à-dire que la pression sur les Juifs est réelle en zone occupée. On peut la prouver grâce aux archives, puisqu'ils sont contrôlés régulièrement. Ils doivent pointer quelquefois toutes les semaines, mais quelquefois tous les jours aussi au commissariat. C'est moins vrai en zone sud. Et un autre signe de ce flicage un peu moins fort, c'est qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup moins de listes dans les archives départementales des départements du Sud qu'en zone occupée. Donc là, on se rend compte que, bon, il faudrait faire d'autres recherches, mais malgré tout, en zone Sud, c'était plus facile de passer à travers. Alors il y a une autre raison également, et là je suis obligé de passer du coup à l'histoire de la déportation elle-même. Les chiffres des déportés en zone occupée sont plus importants qu'en zone sud pour une autre raison. En zone occupée, finalement, on n'a pas la même population pendant la guerre qu'en zone libre. Lucien l'a déjà dit, forcément en zone sud, les Juifs recensés en 1941 sont très majoritairement des réfugiés. Des réfugiés de Paris, des réfugiés de Belgique, quelques-uns de Hollande, du Luxembourg, et de partout au-dessus de la ligne de démarcation. Du coup, qui sont les Juifs qui habitent encore en 1940, 41, 42 en zone occupée? Ce sont des gens qui habitent là depuis toujours, ou depuis, on va dire, les années 20, quand il s'agit d'émigrés russes ou polonais. Du coup, parmi eux, on trouve davantage de Juifs français. Et paradoxalement, par rapport à tout ce qu'on a pu étudier jusqu'à aujourd'hui, du coup les pertes sont plus nombreuses en zone occupée parce que les Juifs français ont été, c'est vrai, se sont sentis à l'abri assez longtemps, 41, 42, 43, mais ce sentiment tu as raison, de sécurité relative, il a été démoli du jour au lendemain, en janvier, février 44, dans toute la zone occupée, lorsque Vichy a autorisé, d'une certaine manière, et quelquefois participé, a autorisé les Allemands à déporter les derniers Juifs. Or, qui sont les derniers Juifs présents en zone occupée en 1944? Ce ne sont quasiment plus, alors les chiffres c'est à 95%, il n'y a plus que des Français, parce que les étrangers ont tous été déportés à la rafle de juillet 42 ou à celle des 9-10 octobre 42. On a retrouvé tout un tas de rapports de préfets qui, au moment d'une rafle de février 43 de Juifs étrangers, disent au gouvernement de Vichy, qui a promis 2000 Juifs aux Allemands, les préfets répondent, vous êtes bien gentils, mais les Juifs étrangers chez nous, il n'y en a déjà plus. On les a tous raflés en juillet et en octobre 42. Donc à partir de la fin de l'année 42 en zone occupée, hors Paris encore une fois, ne reste quasiment que des Juifs français. Et à partir du moment où Vichy et les Allemands les arrêtent lors de ces rafles qui ont été systématiques en janvier-février, là le bilan de ces arrestations il est catastrophique parce que ces gens se croyant à l'abri, les chiffres des arrestations c'est 90-95%, des fois c'est 100% d'arrestations. Ça a été une des surprises pour tous les deux dans ces recherches en zone occupée, c'est qu'il y a des rapports des préfets qui disent, après ces rafles, donc à la fin du mois de février, il n'y a plus de Juifs chez moi. Entre ceux qui sont partis en zone libre ou en zone italienne, et la plupart qui ont été arrêtés, les étrangers en 42 et les Français à l'instant par les Allemands ou par nous-mêmes, il n'y a plus de Juifs chez nous. Alors, avec une réserve à faire encore, qui a parcouru toutes nos recherches, c'est que nous, on a pu évidemment faire l'histoire des Juifs à partir du moment où ils étaient recensés. Bien évidemment, tous les Juifs qui sont cachés, qui sont planqués sous une fausse identité, échappent complètement à nos recherches. Ceux-là,
n'apparaissent évidemment, par définition, jamais dans les archives de la police, des préfets. Donc, quand les préfets disent en 1944, en zone occupée, il n'y a plus de juifs chez moi, il faut comprendre juifs dont on connaît l'adresse, dont on connaît l'existence. Ceux qui sont planqués, s'ils ont de la chance, ils vont pouvoir voir la libération. Donc, pour en revenir à ce que je disais sur la zone occupée, nous n'avons pas pu faire de statistiques sur la zone sud parce qu'il n'était pas possible d'avoir un corpus de personnes recensées dans ces départements. Donc ça, c'est un peu de nos frustrations. Mais bon, malgré tout, quand on compare la zone occupée et la zone libre, on se rend compte que c'est pas la même histoire. Et le point de départ de ce livre, ça a été... c'était pas l'histoire de la déportation qu'on voulait faire tous les deux, c'était justement essayer de faire l'histoire de ces villages qui protégeaient les juifs, dans lesquels les juifs n'étaient pas déportés. Et notre recherche, en fait, elle a fini par glisser vers l'histoire de la non-déportation. Puisque c'est vrai que depuis on va dire la panthéonisation des justes, mais peut-être même déjà avant, il y a souvent un amalgame qui est fait entre 75% de juifs non déportés et 75% de juifs sauvés. Et les juifs sauvés, c'est une partie des 75%, mais ce n'est pas tout. Ce ne sont pas tous les juifs qui ont été sauvés. C'est certains. Nous, c'est une chose qu'on a découvert naïvement quand on a commencé nos recherches en Lot-et-Garonne. Il y a des villages chez nous où personne n'a jamais vu les Allemands pendant la guerre. C'est aussi bête que ça. Donc il y a ce qu'on a fini par faire tous les deux en partant du sauvetage, ça a été de dire, eh bien, la survie des Juifs pendant la guerre, ça n'a pas été que le sauvetage, ça a été aussi tout un tas d'autres critères, la nationalité des personnes, la zone occupée, la zone libre, une antenne de la Gestapo qui est particulièrement virulente ou pas. Des critères d'arrestation très ciblés de la part de la préfecture qui font qu'en 1942, par exemple, en zone libre, ce sont les juifs entrés en France après le 1er janvier 1936 qui sont arrêtés, tandis qu'en zone occupée, ça n'a pas lieu d'être, ce sont tous les juifs étrangers, russes, polonais, etc. qui sont pris. Donc, partant de l'histoire du sauvetage, c'est vrai qu'on a été entraîné par le courant de la déportation et de la non-déportation. C'est pourquoi ce livre, qui part au départ, je crois, Lucien, dans ce que tu voulais faire, c'était montrer en quoi quand même la population française avait concouru à ce que les déportés, enfin les juifs ne soient pas déportés plus qu'à hauteur de 25%, c'est vrai, mais on a été amené donc à de la question du sauvetage à la question de la non-déportation. Et c'est pas tout à fait la même histoire. Voilà, je m'arrête parce que je me rends compte que je suis plus très clair. Merci pour votre patience. Lucien, tu veux peut-être reprendre le micro. On tient le micro parce que je crois qu'il serait utile de citer, au moins l'un des cas de témoignages qui ont servi à renforcer à cristalliser et à renforcer notre conviction sur le comportement du gros de la population française, une population qui, en fin de compte, dans sa majorité, a protégé les Juifs et a contribué donc à les sauver. Bien entendu, d'autres facteurs ont joué, mais parmi ceux que, en plus de ceux qu'a cités Alexandre, et qui n'appartiennent pas forcément au cadre de notre étude, ce sont des facteurs qui ne concernent absolument pas le comportement de la population. Par exemple, le fait qu'il y a eu le débarquement en juin des forces alliées en juin 1944. Si la guerre avait duré plus longtemps, il nous paraît évident qu'il y aurait eu une proportion plus élevée de juifs qui auraient été déportés, qui n'auraient pas survécu à l'occupation. Et c'est l'un des facteurs qui a joué de manière sans doute assez massive à limiter le nombre des victimes de la déportation, les victimes de la Shoah en fin de compte, en France.
Et il y a encore d'autres facteurs qui ont joué, qui sont extérieurs au cadre de notre recherche et qui ont favorisé la survie d'une partie des Juifs qui résidaient en France lorsque la guerre a éclaté. Le témoignage que je voulais vous citer maintenant, c'est celui d'une personnalité que vous connaissez peut-être. Il s'agit de Rafi Walden, qui est professeur de chirurgie vasculaire, qui est animateur des Médecins pour les droits de l'homme. Il est l'un des créateurs d'ailleurs de cette association. C'est un message qui a été recueilli il y a 6 ans à Jérusalem par moi-même et qui donc concerne une personnalité de premier plan vivant en Israël et établie en Israël, et qui d'ailleurs était le médecin personnel de Shimon Peres, qui n'est autre que son beau-père. Eh bien, Rafi Walden est le fils d'un couple d'étudiants polonais, réfugiés en France, juifs polonais, réfugiés en France au début des années 30. Ils ont poursuivi leurs études en France. Monsieur Walden, le futur père de Rafi, c'était bien avant sa naissance, est devenu agronome, ingénieur agronome, et la future maman de Rafi Walden est devenue médecin. En 1941, ils ont préféré, après la rafle dans le 11e arrondissement à Paris, quitter Paris. Et ils se sont rendus en Dordogne, où ils ont acheté une ferme abandonnée à une vingtaine de kilomètres de Bergerac. Et la ferme était dans un hameau, un minuscule hameau sur le territoire municipal du village de Pressignac. Ils étaient porteurs de faux papiers qui n'avaient pas changé leur nom, qui n'avaient pas rien de particulièrement étranger ou suspect pendant l'occupation en France. Walden, c'est resté les Walden, mais ils étaient nés sur les faux papiers dans le Pas-de-Calais. Et bien sûr, ces faux papiers ne portaient pas le cachet juif. Et le tampon juif, ni d'ailleurs leur carte d'alimentation ou de vêtements. Ils ont donc fait l'acquisition de cette ferme tombée en désuétude, et ils sont devenus agriculteurs et éleveurs, et des rapports pragmatiques d'une parfaite cordialité se sont établis avec les paysans du voisinage, auxquels l'agronome et la médecin dispensaient, si nécessaire, leur service à titre gracieux. En 1942, Madame Walden met au monde à la maternité de Bergerac son fils Rafi. Donc ce Rafi Walden, dont les parents étaient réfugiés polonais établis en France, est né pendant l'occupation, en 1942, dans le département de la Dordogne. Vers la fin de la même année, un paysan d'un village voisin surgit à bout de souffle. Ce sont les paroles de Rafi Walden dans le témoignage que j'ai recueilli. Surgit à la ferme. « Vite, allez vous cacher dans la forêt. Une patrouille allemande circule dans le coin. » Ce salutaire avertissement révéla soudain aux réfugiés que tout le monde savait. Je le mets entre guillemets parce que c'est une phrase qui revient dans plus d'un témoignage,
parmi ceux que nous avons utilisés pour réaliser notre travail. Tout le monde savait, un petit commentaire que je fais personnellement, j'introduis personnellement dans la lecture de ce témoignage, les Juifs étaient déguisés, se déguisaient en non-juifs, fréquentaient l'église, et les personnes de leur voisinage, dans une localité comme celle de Pressignac, faisaient semblant se déguiser en personnes qui ne savaient pas. Or, en fait, après la libération, on s'est aperçu du côté des Juifs réfugiés que tout le monde savait. C'est donc à mettre tout à fait entre guillemets. Ce salutaire avertissement révéla soudainement aux réfugiés que tout le monde savait. Peu de temps après, ils apprirent que leur demeure était désignée familièrement par la population locale comme étant, guillemets encore une fois, la ferme des Juifs. La postière du village leur téléphona plus d'une fois pour leur dire de se cacher jusqu'à la fin d'alerte. En 1944, tombé malade, le grand-père était aussi réfugié de Pologne. Il avait été fortuné en Pologne, mais il était ruiné. Et le grand-père, donc tombé malade, fut opéré à l'hôpital de Bergerac. Et à la veille de son retour à son domicile, des gendarmes se présentent, informés probablement par un mouchard, et annoncent. Il y avait donc aussi quelques salauds dans le département. Tout le monde n'était pas... parmi les messieurs tout le monde, les madame tout le monde n'était pas du modèle de ceux qui ont protégé les Juifs. Donc, des gendarmes se présentent informés par un mouchard et annoncent qu'il sera arrêté comme juif. Entre guillemets, entre parenthèses, à l'hôpital. C'est le chirurgien lui-même qui l'avait opéré, qui dans sa propre automobile le déposa à la ferme à Montira. Et c'est Rafi Walden qui l'affirme sur la foi des informations que lui avaient confiées ses parents. Il rapporte, parce qu'il était un bébé, il n'était pas le témoin. Il est devenu le témoin grâce à l'ouï-dire de ses parents. Et il rapporte encore que le 21 juin suivant, le bruit court qu'une unité de l'armée allemande sévit à Pressignac. Sa mère enfourche une bicyclette, la mère médecin donc, enfourche une bicyclette et se rend sur les lieux pour porter les secours médicaux à des blessés, mais revient en pleurs sans avoir pu intervenir. Il s'agit de l'incursion de la 11e division blindée de la Wehrmacht qui avait massacré un groupe d'hommes du village suspects d'appartenir à la résistance. Alors, ce genre de témoignage, ce genre d'exemple, nous en avons utilisé un grand nombre, et c'est ce qui conforte notre conviction que oui, le gros de la population, indépendamment de ceux qui étaient donc des salauds, et indépendamment de ceux qui sont susceptibles de recevoir le titre de juste parmi les nations, le gros de la population a protégé les Juifs en France occupée. Ceci de 1942 à 1944. Alors, s'il y a des questions, on est prêt à... Après ce que vous dites, ou votre livre, ça apporte de l'eau au moulin des gens, la controverse entre les historiens qui se demandent si le régime de Vichy était mieux que si les Allemands avaient occupé toute la France. Et il y a toujours des controverses entre les historiens pour savoir si oui ou non il valait mieux qu'il y ait le régime de Vichy. Et d'après les statistiques que tu as notées, oui, il valait mieux
que le régime de Vichy existe. Alors, si tu veux, je ne vais pas vous donner de réponse définitive, mais ce qui m'apparaît quand même après plusieurs années de recherche, c'est que tu peux pas... Notre histoire elle est compliquée parce qu'on dit, en France, c'est vrai, statistiquement, il y a eu 25% des Juifs qui ont été déportés. Mais si on plaque cette moyenne dans chaque département, chaque ville, on se trompe. Là, effectivement, il y a des décalages partout. Cette moyenne, elle est intéressante pour comparer la France avec la Hollande ou les autres pays, mais au sein même de la France, on ne peut pas faire l'économie de l'histoire de la déportation localement pour répondre à ta question. Maintenant, quand moi, je fais quand même plusieurs différences. Alors déjà, l'histoire de la Shoah à Paris, c'est un cas très particulier, et encore une fois, c'est le cas le plus important, puisque la plupart des Juifs étaient recensés à Paris, et un déporté sur deux était à Paris. Il se trouve qu'à Paris, ça a été étudié par plusieurs historiens, mais j'ai surtout parlé de Laurent Joly, parce qu'il est venu ici, je crois, ou non, c'était à IFA. Laurent Joly, qui est le spécialiste à la fois du commissariat général aux questions juives et de la préfecture de police, pour aller vite, donc du cas parisien. Moi j'ai beaucoup bossé aussi sur pas mal d'archives de la préfecture de police. Paris est un cas à part parce que la préfecture de police de Paris était une sorte d'État dans l'État, et il n'y a pas eu la même connivence entre la police de Paris et les Allemands que celle qu'on a vu nous, qu'on a pu établir en zone occupée. C'est-à-dire que quand on parle de zone occupée, il faudrait prendre l'habitude de distinguer zone occupée et Paris, alors que Paris est en zone occupée. En fait, concrètement, les étrangers à Paris ont été raflés en plusieurs rafles, vous les connaissez, donc je ne vais pas les rappeler, mais il y en a certaines plus petites qui sont moins connues. Les étrangers, c'est vrai, à Paris ont particulièrement souffert. Les Juifs français n'ont jamais été raflés à Paris. Je dis bien raflés. En 40, quand je vous ai parlé des rafles de janvier et février 44, elles n'ont pas lieu à Paris. Sans quoi, ça aurait été effectivement des dizaines de milliers de personnes qui auraient été embarquées vraisemblablement. Par contre, à Paris, au même moment, ce qui est moins le cas en zone occupée, il y a malgré tout le fait que Vichy a donné son accord aux Allemands pour que tous les Juifs qui étaient arrêtés en infraction avec les ordonnances allemandes soient arrêtés aussi par la police française, internés aux Tourelles ou à Drancy et déportés. Donc là, d'emblée, dès 1942, Vichy donne un blanc-seing aux Allemands, et là, pour le coup, ce sont majoritairement des Français qui sont pris dans la rue, ou dans leur commerce, ou dans des restos. Il y a des descentes des renseignements généraux de la 3e section de DRG, on le voit dans les archives, dans des cafés, dans des restos, à la gare d'Austerlitz, à la gare Montparnasse. Et là, les gens qui sont pris sont, du coup, assez souvent des Français, parce que les Juifs étrangers ont déjà été internés, 14 mai 41, août 41, etc., rafle du Veldiv. Donc, à la fois, à Paris, il n'y a pas de rafle contre les Juifs français jusqu'à la Libération. Autre chose, la police de Paris a refusé de donner la liste des recensés juifs de Paris aux Allemands. Donc les Allemands ne pouvaient pas eux-mêmes aller cueillir les Juifs chez eux, alors qu'en zone occupée, partout ailleurs, les Allemands avaient, en temps réel quasiment, les listes faites par les policiers français de tous les Juifs présents, dans les départements de zone occupée. C'est pas clair ce que vous dites, hein. Vous parlez de quel moment? De toute la guerre. C'est-à-dire qu'à partir de octobre 40 jusqu'à la Libération, les Gestapo ou les feldgendarmes peuvent venir à la préfecture se servir. Je parle à Paris. Ouais. Parce que je suis désolé, mais quand la rafle du Veldiv est préparée, Ouais. c'est directement Dannecker avec son équipe qui va sélectionner les fiches et demande aux policiers qui sont là-bas, qui travaillent donc dans la section du recensement, notamment de Tullard, pour faire les choses. Mais ils considèrent que ce fichier est la propriété des Allemands, ils s'en servent
absolument sans aucune restriction, je suis désolé. Sauf qu'à l'époque, les Allemands, enfin Vichy et le gouvernement ont bien négocié que c'est seulement les Juifs étrangers qui allaient être embarqués. Mais je corrige ce que vous dites sur le fichier. C'est-à-dire le fichier en 1942, il est à la disposition des Allemands. Sauf qu'après Dannecker, c'est Röttke qui le remplace, et je ne suis pas certain qu'il avait ses entrées à la préfecture. Pour l'arabe des Grecs, pour l'arabe des Turcs, c'est exactement la même chose. Ce sont des Juifs étrangers. Je rappelle que je n'ai parlé, j'ai bien fait la différence entre déjà arrestation et rafle, et français et étrangers. On ne peut pas laisser dire que les Français sont à l'abri à Paris ou en zone occupée. C'est pas vrai. Moi, je suis en train de dépouiller de manière systématique. J'ai saisi les registres du dépôt de la préfecture de police de Paris, tous les cahiers d'entrée de Drancy. Il y a des Juifs français qui rentrent chaque semaine. La plupart des Juifs qui sont arrêtés par la police de Paris, c'est les Juifs français. Parce que les étrangers ont déjà été embarqués dans des rafles. Ils sont embarqués, les Juifs étrangers, français sont arrêtés par la police, à la demande des Allemands qui leur envoient une liste chaque lundi. Voilà tous les gens qu'on nous a signalés comme en infraction ou dénoncés pour X raisons. Vous allez les arrêter. Mais les policiers français, ils les arrêtent. Et lorsque, je te donne le micro, Lucien, ils ne s'embarrassent pas de savoir s'il y a une raison objective à leur arrestation. C'est-à-dire qu'au début, ils le font un peu. Oui, c'est vrai, lui, il a contrevenu à l'ordonnance des heures de sortie. Lui, on ne sait pas trop, mais au bout d'un moment, c'est systématiquement la caserne des Tourelles, Drancy, et à Drancy, la déportation ou pas, mais évidemment, le plus souvent, la déportation. Oui, il faudrait que tu ajoutes l'insistance mise par Laval auprès des Allemands et pour la déportation des enfants qui étaient a priori à ce moment-là considérés comme non déportables par les autorités allemandes à Paris. Ouais, alors ça je pense que c'est bien connu. Après la rafle du Veldiv. Oui. L'enfant n'était pas déportable. Alors, là aussi, excuse-moi Lucien, je vais faire un aparté qui n'a rien à voir, on reviendra sur votre question si vous voulez. Mais à Paris, les enfants, c'est vrai, ont été embarqués. En zone occupée, les policiers ont appliqué les directives qu'ils avaient, vous arrêtez les femmes et les hommes de 16 à 45 ans, je crois que c'est ça, de 20 à 45 ans. Du coup, tous les gosses restent chez eux, dans la rue. Quelquefois, ils sont pris par le voisin, par le curé. Donc en zone occupée, hors Paris, tous les enfants ont été, aucun n'a été arrêté à peu près, théoriquement, sauf à Bordeaux, en juillet 1942. Tous ces enfants ont été pris ensuite à la rafle des 9-10 octobre 1942. Tout ça pour vous dire, là encore, pour revenir à mon point de départ, qu'on ne peut pas avoir un schéma qui vaille sur tout le pays au même moment, et je dirais la même chose sur la chronologie. Quand je vous disais que les pertes en zone occupée étaient plus importantes et qu'il y avait plus de Français, c'est parce que forcément les gens qui habitaient là étaient davantage Français qu'ailleurs en zone occupée, en zone libre. Mais inversement, enfin réciproquement, quand vous allez vous intéresser au département de zone sud, c'est vrai que le bilan de la déportation, il varie énormément selon la population qui est là. C'est-à-dire que chez nous, par exemple, en Lot-et-Garonne, il y a eu beaucoup de réfugiés de Belgique, qui étaient souvent des Autrichiens ou je parle des Juifs, des Autrichiens ou des Allemands. Donc quand il y a le recensement en juin 1941, c'est environ moitié-moitié. Sur les 2500 personnes recensées, c'est moitié français, moitié étranger. Donc de fait, il y a plutôt beaucoup de déportés chez nous. Si vous prenez la Dordogne, département voisin, zone libre, pareil, avec une partie qui joue sur la ligne de démarcation, vraiment tout un tas de ressemblances avec notre département. Le bilan et la chronologie sont radicalement différents parce que la population de départ en Dordogne n'est pas la même. C'est-à-dire que du fait justement de la présence de très nombreux réfugiés alsaciens en Dordogne en 1939-1940, dès le départ en 1940, les Juifs français sont plus nombreux en Dordogne. Donc du coup, quand on fait la chronologie entre le Lot-et-Garonne et un département voisin, la Dordogne, on se rend compte que chez nous, 90% des déportés au total ont été arrêtés entre août 1942 et février 1943, tous par la police française. Quand on prend la Dordogne, il y avait moins d'étrangers, donc de fait,
les arrestations se concentrent davantage sur 1944. Et de fait, ce sont souvent des Français. Donc, c'est difficile vraiment de tirer des grandes lignes et des généralités sur la déportation en France. Et ce qui est négocié entre les Allemands, enfin Vichy et les Allemands au sommet de l'État, on va dire, ça aussi, ça a été une des surprises dans les archives, c'est qu'on se rend compte que du côté allemand, finalement, ce qui est important, ce qui prévaut, c'est le commandeur, donc le chef de la Gestapo, en fait, les KDS, commandeur der Sicherheitspolizei, pardon pour l'accent, qui sont un peu des roitelets sur les départements qu'ils administrent. Hein. Et comme la région, le maillage allemand a été dupliqué sur le maillage français, à chaque préfecture régionale, il y a un chef de la Gestapo qui est là. Et j'ai retrouvé très peu d'archives des traces de courrier entre ces KDS et leur supérieur à Paris. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de petites satrapies, des gens qui font ce qu'ils veulent. Et c'est aussi pour ça que lorsque les Allemands décident que tous les Juifs seront déportés au début de l'année 44, en fait, la RAF n'a pas lieu le même jour, comme le 9 octobre 42. Le 9 octobre 42, la RAF a lieu le même jour, la même nuit, dans toute la zone occupée. Là, les RAF, elles s'échelonnent de fin décembre jusqu'au 28 février. Donc fin décembre 43 jusqu'au 28 février 44. Impossible d'expliquer pourquoi il n'y a pas concomitance de la destruction des derniers Juifs de ces départements. Excusez-moi, je peux partir en travers de votre question. Selon notre savoir, un des commandants des milices était Jacques Doriot. C'est vrai, c'est le nom. Jacques Doriot, qui était, avant la guerre, il était communiste. Et je voudrais savoir comment on explique le fait qu'un activiste communiste se transforme en milicien et commandant de la milice. Alors Doriot, c'est à la fois un cas emblématique parce que des gars comme lui qui ont basculé du communisme aux partisans de Mussolini ou d'Hitler, il y en a d'autres. Lui, c'est vrai qu'au départ, dans les années 20, c'est un héros du communisme, de l'anticolonialisme, quelqu'un qui était, on va dire, plutôt bien parti selon certains critères. Il a été viré du Parti communiste, donc il s'est éloigné petit à petit, et nécessairement, à partir du moment où il a fait volte-face, où il est devenu persona non grata, il a passé un point de non-retour, donc c'est pas un cas particulier. Le critère fondamental dans cette période, c'est quand même l'anticommunisme. L'opportunisme. Et l'opportunisme, parce que c'est vrai que Doriot, en plus, était acheté par, je sais plus si c'est Mussolini ou les Allemands, mais ses activités étaient financées par l'ennemi, donc il y a aussi des considérations pratiques. Il a dû, pour garder son siège à Saint-Denis, aux élections, je ne sais plus lesquelles, hein, il a été obligé de créer un autre parti, le PPF, pour continuer sa carrière politique. Alors il y a tout un tas de critères. Alors, moi je vous en parle, mais je n'ai pas réponse à tout. Mon truc c'est la Shoah. Ce que je sais sur Doriot, ça vaut pas grand-chose. Je ne sais pas si vous voulez répondre à monsieur. Non, juste une précision, Doriot n'a rien à voir avec la milice. Oui. Doriot, c'est le PPF. Il y a des militants du PPF qui ont participé parfois aux arrestations, mais ce n'est pas la milice. Il faut faire très attention, c'est, je pense, un des problèmes avec cette période extrêmement complexe, c'est qu'on finit par utiliser et des mots et des critères en faisant pas attention que parfois on parle de choses différentes. Et d'ailleurs, je dois saluer absolument votre présentation qui est à la fois extrêmement prudente et extrêmement en plus précise, et quand il y a des problèmes, vous les soulignez. Je pense que c'est tout à votre honneur et à celui bien sûr de Lucien.
Je voudrais faire deux remarques. La première remarque, c'est, je sais pas, il faut que je... Pardon, merci beaucoup. La première remarque, c'est que j'ai été un petit peu déçu par rapport à ce que Lucien avait dit tout au départ, puisque j'avais cru comprendre que quand Lucien commençait une phrase, Alexandre terminait cette phrase. Et en fait, et je pense que votre question le montrait très bien, Lucien a placé sa petite intervention de départ uniquement par rapport à Vichy, alors qu'il était très clair que ce que vous montriez était que, essentiellement, la question se passait, en tout cas dans les cas qui ont été cités, par rapport à l'action des Allemands. Ça, c'est une première chose qui me semble intéressante. Deuxième chose importante, c'est que quand on parle de Vichy, c'est la même chose. Vichy, c'est Stanley Hoffmann qui avait déjà fait la remarque dès 1953, si je me rappelle bien. Quand on parle de Vichy, il y a des Vichy, il n'y a pas un seul Vichy. Le Vichy de, je sais pas, de l'amiral Darlan, le Vichy de Pierre Laval et le Vichy fasciste à partir de janvier 1944 ne sont pas les mêmes. Donc il faut être, je pense, très très prudent quand on se sert justement de mots tels que cela. Et la troisième chose, c'est que si des gens parlent de Vichy et du rapport avec les Allemands, en zone nord, depuis l'armistice, et donc depuis le 25 juin 1940, la police française est complètement inféodée aux nazis, puisque le texte même de l'armistice, et d'ailleurs le texte des accords internationaux de La Haye, oblige les fonctionnaires à obéir d'abord et avant tout aux Allemands. Donc après, il peut y avoir des interventions de Vichy pour aller dans tel sens ou dans tel sens, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est très important de faire la différence entre la zone sud, même après novembre 1942, où l'administration de Vichy peut encore faire un certain nombre de choses, et ce qui se passe en zone nord, où là, tout est complètement contrôlé et projeté par les Allemands. Ça montre à quel point c'est une période complexe, et je pense que le type de recherche que vous avez fait ne peut qu'aider justement à essayer de comprendre un peu mieux les différences à la fois chronologiques et géographiques qui font que finalement les choses ne sont pas les mêmes suivant les endroits. J'ai simplement une remarque à faire, vraiment sur le plan émotionnel. D'abord, je voudrais savoir un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans le Béarn pendant cette période. Ensuite, je veux dire que ma famille et moi-même, dès août 42, on a été cachés, on a dû s'enfuir à partir du 26 août 42, lors des grands trafles. Si on regarde l'historique, parce que vous parlez de Drancy, moi je parle du camp de Gurs, si vous regardez au camp de Gurs, il y a eu 65 000 personnes emprisonnées, dont beaucoup ont été déportés vers Auschwitz, dont beaucoup d'Allemands, dont mon père est originaire. Eh bien, là, il n'y avait que les miliciens. Il n'y avait à cette époque-là absolument aucun Allemand, en août 42, et par conséquent, la remarque du premier de monsieur, que je ne connais pas, m'a beaucoup heurté. Est-ce qu'il valait mieux la police de Vichy ou l'occupation allemande? Franchement, je trouve que cette question est extrêmement indécente. Je ne suis pas historienne, mais ça me heurte. Il faudrait juste rappeler que la milice a été créée début 1943 et qu'elle ne devient armée que fin 1943. Donc là aussi, c'est un mot qu'on emploie sans toujours faire très attention à ce qu'il recouvre. C'était des miliciens. Non, c'était des policiers. Oui, je vais abréger parce que je vais laisser terminer Lucien parce que c'est lui la vedette.
Gurs, enfin, le Béarn, oui, c'est un département de zone libre, donc son cas, il est comparable au Lot-et-Garonne, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de réfugiés étrangers qui avaient fui le front le plus loin possible, qui se retrouvent là. Le camp de Gurs, c'est devenu un camp de rassemblement régional, donc c'est un peu en dehors de l'histoire même de l'histoire du Béarn. Les Juifs sont arrivés de partout en zone libre à Gurs. Et non, c'était vraiment pas la milice, malheureusement, c'était les gendarmes français. Alors, il y a peut-être un uniforme qui ressemble à celui des miliciens, mais c'est le drame de notre histoire. Tous les historiens qui ont bossé dessus l'ont dit. C'est malheureusement la police et les gendarmes jusqu'au bout. Et pour revenir à ce que vous disiez, monsieur, sur le Vichy de Laval, le Vichy d'Arlan ou l'état milicien de 1944, curieusement, c'est vrai qu'on a tendance à dire que l'arrivée d'Arnan, chef de la milice, donc au poste de chef de la police pour faire vite, à la fin de l'année 43, début 44, marque une aggravation de la Shoah, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas de... Il devient chef de la police. Il n'y a pas de... L'arrivée d'Arnan ne multiplie pas les arrestations, les rafles. C'est malheureusement... La Shoah en France, malheureusement, le gros des arrestations, c'est 1942, c'est un travail bureaucratique de policiers et de gendarmes. Enfin, les rafles dont je vous ai parlé en zone occupée de janvier-février 1944, alors, pas seulement, en janvier-février 1944, c'est les Allemands qui décident de déporter les derniers Juifs. Mais il y a, en zone occupée, donc dans la moitié des régions, les Allemands vont faire le boulot eux-mêmes parce qu'ils n'ont plus confiance dans la police. À Nancy, par exemple, après le fiasco des rafles de l'été 42, les Allemands font leurs rafles eux-mêmes. Ils n'ont plus confiance à la police. Mais dans la moitié des autres régions, les Allemands disent on va arrêter les derniers Juifs, mais c'est la police française qui fait le travail. Et la Vichy n'a pas dit oulala, faites pas ça, c'est les Français. C'était les Français, là, ils ont été arrêtés, ils ont été embarqués. Malheureusement, encore une fois, je vous parle de zones occupées, mais à cette période-là, ben là aussi, Vichy a sa responsabilité. Vichy a cautionné, a donné sa police a fait le sale boulot. Et ce qui est terrible, quand on fait l'histoire de ces rafles, nous on s'est intéressé par exemple à la Vienne, donc dans la région de Poitiers, c'est que le taux d'arrestation de ces rafles, c'est le pire de toute la période. Les gendarmes et les policiers sont plus efficaces contre les Juifs français en 1944 que lors des rafles de juillet 42 contre les étrangers. Enfin, c'est terrible. Bon, je laisse le dernier mot à Lucie, excusez-moi. Le dernier mot, si vous permettez. J'ai participé à la fin du mois d'août 1942 au sauvetage de 108 enfants, enfin disons à l'opération qui a réussi à soustraire 108 enfants qui avaient été arrêtés par la police française à Lyon et dans sa périphérie. 108 enfants juifs, pour la plupart nés en France, donc de nationalité française, et qui étaient destinés à la déportation. Ils ont été sauvés par un abbé d'origine juive qui s'appelle l'abbé Glasberg, et par quelques membres du comité de criblage du camp de Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, et il y a eu des interventions qui étaient uniquement des interventions des autorités françaises, pas de Français simplement salauds, dénonciateurs, mouchards, non, des représentants, des membres de l'autorité gouvernementale française, légale d'ailleurs, peut-être illégitime, mais en tout cas légale. Et les seules interventions pour faire échouer cette opération,
c'était des interventions françaises. Pour ma part, des mains de ceux qui les avaient soustraits aux autorités de manière totalement clandestine et contre l'autorité légale. Ce sont des criminels et ils resteront des criminels. C'est absolument impardonnable et personne ne pourra me faire comprendre que le fait que j'ai été poursuivi pour avoir été l'un de ceux qui ont soustrait ces enfants me fera comprendre, me fera dire que les criminels ne sont pas ceux que je désigne comme tels et que je considère avoir porté seuls eux-mêmes et par leur initiative la responsabilité. Il n'y avait pas d'intervention allemande. Et ce n'est pas le seul cas d'ailleurs. Je parle de cette opération à laquelle j'ai participé moi-même et sur laquelle je peux témoigner et je témoigne. Je vous remercie.